Alors, de quoi s'agit-il? Ceci est un traité, comme son nom l'indique, mais le précédent aussi, qui lui a été signé au début du mois de mars, non pas par 17 États, parce que j'ai lu ce matin dans un argumentaire en faveur du TSCG dans le journal Le Monde que ça ne concernait que la zone euro. C'est absolument faux. Ça a été signé par 25 des 27 États. La Grande-Bretagne et la République tchèque n'ont pas signé. Je ne vais pas entrer, j'ai une explication pour la Grande-Bretagne. La République tchèque, c'est facile, c'est une volonté de protection de la souveraineté nationale. Mais l'explication pour la Grande-Bretagne est un petit peu plus compliquée. Si ça vous intéresse, vous poserez la question. Voilà. Bon, quelles sont les intentions de ce traité? Il le dit lui-même dans ce qu'on appelle les considérants, donc ce qui précède les articles eux-mêmes. Maintenir des finances publiques saines et soutenables, préserver la stabilité de la zone euro, et ça ne peut être atteint que par deux moyens, la règle d'or, la règle d'équilibre budgétaire, il faut que les budgets soient en équilibre ou excédentaires, et un mécanisme automatique de correction lorsqu'il y a déficit. On rappelle aussi, ils en profitent et vous allez voir que on pourrait aussi appeler le TSCG un Maastricht bis. Parce que ça, c'est Maastricht. Ce n'est pas nouveau. Les 3% de déficit public, les 3% du PIB de déficit public qui ne peuvent pas être dépassés, et les 60% de dette publique qui ne peuvent pas être dépassés, c'est les fameux critères de Maastricht. Mais on les reprend pourquoi? Parce que dans Maastricht, ils n'avaient pas imaginé qu'à un moment, ce ne serait pas respecté. Jacques Delors, dont l'imagination fut féconde pour conduire l'Europe vers le néolibéralisme, ne s'était pas imaginé que des gouvernements pouvaient ne pas respecter les règles. Et il n'y avait donc pas de gendarme. Le deuxième paragraphe, là, vous dit qui est le gendarme. Coucou, qui revoilà, la Cour de justice de l'Union européenne. Cette fois-ci, c'est la Cour de justice. Ça relève de sa compétence, c'est-à-dire qu'on augmente encore une fois sa compétence. C'est elle qui, d'initiative, pourra dire tel État ne respecte pas les règles de ce traité. Et elle pourra infliger des sanctions. Là, on a maintenant, pour l'application des critères de Maastricht, on a un gendarme, on a un tribunal et on a des pénalités. Alors, je rappelle, parce que ça va dans les deux sens, le MES disait qu'il fallait que les États aient ratifié le TSCG, le TSCG dit qu'il faut avoir adopté le MES. Donc, de nouveau, le mensonge de M. Hollande nous a trompés. Alors, ça c'est l'article le plus important qui donne quel est le principe. Le principe, c'est l'équilibre budgétaire. Les administrations publiques, la situation financière des administrations publiques doit être en équilibre ou en excédent. Et comment reconnaît-on que ce principe est respecté? En inventant, je dis bien en inventant, un nouveau concept sur lequel il y a autant de définitions qu'il y a d'économistes, et vous savez qu'il y en a beaucoup. Le déficit structurel, donc, ne peut pas dépasser 0,5 du PIB, limite relevée à 1% quand la dette publique est inférieure à 60%. Qu'est-ce que c'est le déficit structurel? Le texte donne une définition, mais vous allez vous en rendre compte vous-même. Cette définition est extrêmement vague et subjective. En fait, on le calcule en réduisant du déficit annuel global le déficit qui est dû aux variations de l'économie, ce qui est déjà assez vaste comme concept, et on précise que ce sont les augmentations qui sont dues à la crise, et puis en soustrayant donc du déficit annuel global les dépenses exceptionnelles et légitimes des gouvernements. Vous conviendrez avec moi que on peut avoir des avis très différents sur ce que c'est des dépenses exceptionnelles et légitimes. Pour certains, dont je ne suis pas, je m'empresse de le dire, construire un deuxième porte-avions,
ce n'est pas nécessairement une dépense légitime, mais ça peut l'être pour d'autres, etc., etc., etc. Alors, mais c'est toujours la même chose. Vous vous souvenez, enfin ceux qui ont fait un petit peu d'histoire de l'Antiquité romaine se souvenaient de ce principe des latins, c'est dans la queue que trouve le venin, c'est dans la fin de l'article. Qui c'est qui va décider du déficit structurel? La Commission européenne. Ce ne seront donc pas les États, et nous y reviendrons, c'est la Commission européenne qui va calculer en fonction de ses critères à elle, et je vous ai dit, ce n'est pas un concept fixé par la doctrine économique. Il y a des perceptions et des définitions très différentes du déficit structurel. La Commission européenne aura la sienne. Et c'est elle qui va calculer pour chaque État quel est son déficit structurel et qui, j'insiste sur les derniers mots, désignera les causes de ce déficit. Donc c'est la Commission européenne qui va dire à la France et aux 24 autres États signataires de ce traité, voilà pourquoi vous êtes en déficit, voilà pourquoi vous avez plus de 0,5% de déficit structurel dans tel et tel secteur. Et nous avons déjà quelques indications sur quels sont les secteurs que la Commission va désigner. Je vais y revenir. Alors, comment on va mettre en application le principe de l'équilibre budgétaire? Eh bien, c'est la Commission européenne qui fait tout. C'est elle qui va dire pour chaque État, voilà, il vous faut 2 ans, vous, il vous faut 2 ans, vous, il vous faut 3 ans, vous, il vous faut 5 ans pour arriver à 0,5% du déficit structurel. C'est elle qui fixe le calendrier. C'est elle qui fait les propositions, donc, qui dit, vous devez ici ou là réduire ou couper. C'est elle qui fait les propositions. C'est elle qui va surveiller le respect des propositions qu'elle aura faites. Et s'il n'y a pas respect, eh bien c'est elle qui proposera des sanctions. Alors le texte ici semble présenter une sorte de sécurité en disant, sauf si une majorité qualifiée s'y oppose. Mais il faut se rappeler qu'au Conseil des ministres européens, chaque État a un nombre de voix en fonction de sa superficie et de sa population. Mais imaginons que la France et l'Allemagne soient d'accord sur des sanctions à imposer à la Belgique, eh bien la France et l'Allemagne ont ensemble la majorité qualifiée, donc ce n'est pas une protection. Ce n'est pas une protection. Alors, ça c'est Maastricht de nouveau. Vous voyez, les 3% de PIB de déficit, les 60% de dette, bien, on a ajouté quelque chose qui ne se trouvait pas dans Maastricht, puisqu'on pensait à l'époque qu'on respecterait les critères de Maastricht. Non seulement on a dit dans un article précédent que vous venez de lire que s'ils ne sont pas respectés, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, mais on ajoute que chaque État qui ne respecte pas les critères de Maastricht doit soumettre à la Commission un programme de réforme structurelle. Vous savez ce que ça veut dire, les réformes structurelles, hein? C'est quand on est au-delà du conjoncturel. Et comme dans le langage européen, on utilise des mots pour ne pas savoir de quoi on parle, on appelle ce programme de réforme structurelle un programme de partenariat budgétaire et économique. Ma petite expérience des textes européens me fait dresser le peu de cheveux qui me reste sur la tête chaque fois que je vois partenariat de la part de la Commission. Parce que c'est tout sauf du partenariat. Ce n'est pas un rapport égalitaire, c'est un rapport de subordination. Il n'y a pas de partenariat. Comme vous le constatez, c'est la Commission européenne qui est le gardien suprême de l'application du traité et qui agira devant la Cour de justice si elle estime qu'un État n'a pas respecté le principe. Il y a pire. Et là, je vous avoue, pour avoir beaucoup travaillé sur des textes internationaux, que je n'ai jamais vu ça ailleurs, sauf
dans le traité qui crée l'Organisation mondiale du commerce. L'article 8 de ce TSCG, de ce pacte budgétaire, qui est destiné au fonctionnement d'une Europe dont on prétend unir les peuples, organise la rivalité entre États. Qu'est-ce que dit cet article? Eh bien, il dit qu'un État qui estime qu'un autre État ne se comporte pas bien du point de vue de la stabilité de la zone euro, eh bien, cet autre État peut déposer plainte, même si la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de déposer plainte. Là, tout d'un coup, on rend du pouvoir aux États. Pourquoi? Alors, je vous donne deux exemples. En fait, on légalise quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à présent. Il y a 4 pays de l'Union européenne qui pratiquent l'indexation des salaires et des allocations. Donc, l'adaptation du niveau des salaires et du chômage, des allocations familiales, des retraites, au coût de la vie. Il y a 4 pays qui appliquent ça de manière automatique, l'automaticité de l'indexation des salaires et des allocations. Sous Sarkozy et Merkel ont fait des pressions énormes avec le soutien de la Commission pour que ces 4 pays abandonnent, ce qui est quand même un grand progrès social. Mais au-delà de pression, il n'y avait pas d'instrument juridique permettant de le faire. Il est là. Maintenant, il y en a un. Même chose pour le niveau des retraites. Vous savez que, vous avez entendu des gouvernements réagir quant à la question de l'âge du départ à la retraite en France. Mais c'était des paroles. Maintenant, ils ont un instrument juridique. Moi, ce qui me choque profondément, c'est qu'on est censé faire l'union des peuples. On est censé nous rassembler, c'est-à-dire créer les conditions pour que nous ayons à peu près le même niveau de vie, les mêmes chances dans la vie dans les 27 pays de l'Union. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous propose dans ce texte. Alors, qu'est-ce que le traité dit que doivent faire les États? Nous approchons de l'actualité la plus chaude. Le texte dit que chaque État doit intégrer dans sa propre législation, et le texte dit de préférence dans la Constitution, des dispositions contraignantes et permanentes qui vont permettre le respect de l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire 0,5% de déficit structurel. Et chaque État doit mettre en place un mécanisme automatique de correction de ce déficit. Dispositions contraignantes et permanentes et mécanismes automatiques. Ça veut dire qu'on dépossède ceux qui ont la mission de préparer les budgets, de les voter, puisqu'ils vont être soumis à des dispositions contraignantes et permanentes et à un mécanisme automatique qui dit automaticité, dit perte de maîtrise du sujet. Il faut bien se rendre compte que ce traité est le résultat d'une volonté politique très connotée idéologiquement, j'ai envie de dire la démocratie chrétienne européenne, les droites européennes, et qu'il faut quand même se rappeler qu'on était à la manœuvre, outre bien entendu, parce qu'il ne faut pas les oublier, les inspirateurs, c'est-à-dire, j'ai failli dire la Commission européenne, mais derrière la Commission européenne, il y a ceux dont on ne parle pas, mais qui agissent avec efficacité, c'est-à-dire les lobbies financiers, les lobbies du monde des affaires et de la finance, qui donnent leurs instructions publiques, mais pas relayées dans nos médias, à la Commission, qui, elle, fait des propositions au gouvernement qui l'accepte. Avec ce traité, eh bien, on est parti pour une austérité perpétuelle, j'ai envie de dire. On est parti pour aussi un degré en moins de démocratie, et on est devant un texte qui n'est pas négociable, que contrairement à ce qu'on nous a raconté, il n'a pas été renégocié. Pas une virgule, pas un mot. Rien n'a été changé entre le texte signé par Sarkozy
et le texte qui est soumis aujourd'hui, enfin qui va être soumis le 2 octobre à l'Assemblée nationale. C'est un traité pour l'austérité permanente parce que quand vous choisissez comme solution à une crise qui est, rappelons-le quand même, le résultat de la spéculation, rendue possible, ne l'oublions pas, par toutes les dérégulations que tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 1983 ont décidé. Je rappelle quand même que la loi de dérégulation financière est une loi Fabius de 1984, que dans le traité proposé par Jacques Delors de Maastricht, la liberté de circulation des capitaux est quelque chose auquel on ne peut apporter aucune limite. Le comportement de voyous des spéculateurs financiers a été rendu possible parce qu'on a démantelé tout ce qu'on avait mis en place après la grande crise des années 30. Il ne faut quand même pas l'oublier, c'est ça l'origine. Et il profite aujourd'hui de la crise, non pas pour porter remède aux causes de la crise, mais pour se donner plus de pouvoir encore. Quand je dis « il », c'est cette espèce d'oligarchie technocratique et financière qui échappe à tout contrôle démocratique. Ça ne va pas régler les problèmes. Ça ne va pas régler les problèmes parce que, rappelez-vous ce que vous avez vu à la fois dans le MES et dans le traité que vous avez sous les yeux. Quand il faudra appliquer les fameuses strictes conditions, sur quoi va-t-on agir? Alors, croyez-moi, je ne fais pas ici de procès d'intention. Nous connaissons les textes. Depuis des mois, depuis des années, la Commission européenne fait des recommandations. Nous savons donc très bien, ça ne sort pas d'une espèce de fantasme, nous savons très bien quels sont les secteurs qui vont être ciblés lorsqu'il faudra appliquer les strictes conditions. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est la sécurité sociale, ce sont les services, c'est en fait tout ce qui tend, dans une société qui se veut avancée, à faire en sorte que des droits, qui ne sont pas seulement des droits individuels, mais des droits collectifs, soient accessibles à tous. C'est ça qui va être ciblé, c'est ça qu'on trouve dans toutes les recommandations de la Commission européenne et du fameux bureau d'études néolibéral des gouvernements qui s'appelle l'OCDE. Et là, encore une fois, on se retrouve dans un schéma identique à celui du FMI et des programmes d'ajustement structurel. C'est un pacte contre la démocratie parce que, vous l'avez lu, quand on a des mesures qui sont contraignantes et permanentes pour l'adoption de la loi de finances annuelle, de la loi de révision des finances, le fameux collectif budgétaire qu'on vote souvent en fin d'année, ou des lois de programmation financière qui s'étalent sur plusieurs années, quand on a des limites contraignantes et permanentes, on n'a plus la pleine maîtrise des choix. On n'a plus la possibilité de choisir en toute souveraineté là où on va faire des économies. Ce qui a une signification terrible, que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui, c'est que ça ne sert plus à rien de voter. C'est que ça ne sert plus à rien de changer de majorité si sur des enjeux aussi importants que ceux-là, ce sont les mêmes politiques qui se poursuivent. Je suis le premier à me réjouir que sur des questions de société, on ait changé de majorité. Et les questions de société sont éminemment importantes. Mais convenez avec moi que les questions économiques et sociales le sont tout autant, si pas plus. Si on ne change pas les orientations d'une majorité à l'autre au terme d'un scrutin, à quoi sert encore la démocratie? Et là, moi je dis, ceux qui soutiennent ce texte prennent aujourd'hui des responsabilités considérables. Parce que quand on commence à questionner l'utilité du vote et l'utilité de la démocratie, c'est l'extrême droite qui s'en empare.
Il y a là, derrière ce texte, qu'on nous fait passer comme une réforme technique, il y a un choix politique grave, dangereux. Parce que ce soit pour les mesures contraignantes et permanentes ou pour le mécanisme automatique de correction, ce qui va se passer, c'est que non seulement les parlementaires ne pourront plus choisir eux-mêmes comment réduire les déficits, dans un certain nombre de cas, ils n'auront plus rien à dire du tout. Ça, avec un mécanisme automatique de correction, ça échappe à la délibération parlementaire, ça échappe au débat politique. Ah, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je ne considère pas qu'aujourd'hui ce soit la perfection. D'ailleurs, j'estime qu'en matière de démocratie, la France n'est peut-être pas la mieux placée pour donner des leçons aux autres. On pourrait faire beaucoup mieux que le système actuel. Mais sur le papier, en tout cas, dans le système actuel, les choix, ce sont les élus de la nation qui les font. Sur le papier, et on peut être sûr que ce ne sera pas seulement sur le papier, avec ce traité, ce ne seront plus les élus de la nation qui feront ces choix. Nous avons eu le traité de Rome de 1957, nous avons eu, et je rappelle que le ver était déjà dans le fruit dans le traité de 1957, parce que la liberté de circulation et d'établissement des personnes, des biens, des services et des capitaux, c'est déjà dans le traité de 1957. Puis on a eu l'acte unique européen proposé par Jacques Delors, qui met fin à quelque chose qui était quand même une garantie, même si ça rendait les choses plus lentes et plus difficiles. L'acte unique européen met fin à l'obligation d'harmonisation. À partir de ce moment-là, l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale, c'est terminé. Puis on a eu Maastricht, vous connaissez. Puis on a eu le traité constitutionnel européen à peine modifié qui devient le traité de Lisbonne. Et aujourd'hui, nous avons le couple MES-TSCG qui transfère, selon la fameuse méthode Monnet dont je parlais en début, des pouvoirs de plus en plus considérables sur des sujets de plus importants à deux institutions sur lesquelles nous n'avons aucune prise, la Commission européenne et la Cour de justice de l'Union européenne. Ce sont deux institutions qui, en plus, par les textes que la Commission produit ou propose, et vous savez que dans l'état actuel de ce qu'on appelle la construction européenne, mais c'est une expression que j'aime pas beaucoup parce qu'elle me rappelle à juste titre ce que disait toujours Pierre Bourdieu, la construction européenne s'apparente surtout à une destruction sociale. Mais les textes de la Commission européenne, comme les arrêts de la Cour de justice, sont connotés idéologiquement dans un sens néolibéral. Ce sont des institutions qui ne sont pas neutres, sur lesquelles nous n'avons pas prise. On est en train de parachever, de 1957 à aujourd'hui, et j'aurais aimé qu'on construise une autre Europe que celle-là, je ne suis pas un anti-européen, mais on est en train de parachever un processus au terme duquel ce pourquoi nos aïeux, après 1200 ans de tyrannie, se sont battus et ont arraché en 1789, c'est la mise à néant du principe « tous les pouvoirs émanent du peuple ». C'est ça la conséquence de la fin de ce processus. Trois verrous, si vous voulez bien. Trois verrous qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si on coupe dans les dépenses de santé, d'éducation, de sécurité sociale, d'énergie, de transport, la vie va être plus difficile encore, la récession va s'approfondir, donc on ajoute de la récession à de la récession. Et encore une fois, on ne règle pas le problème. Avec un déficit structurel limité à 0,5%, on peut faire une croix définitive sur les investissements publics considérables qu'il faudra faire pour la transition écologique et la lutte contre le changement
climatique. Mais plus fondamentalement, et ça c'est l'accusation que je porte, si vous ne pouvez plus investir dans du lourd qui coûte cher et qui n'est pas rentable à court terme, ce qui est, notez-le, la caractéristique de beaucoup d'investissements publics. Je me souviens, il y avait un économiste d'Attaque qui expliquait que vous ne verrez jamais une firme privée investir dans la construction d'une ligne de TGV parce qu'il faut 40 ans pour qu'une ligne TGV devienne rentable et 40 ans, c'est beaucoup trop long pour un investisseur privé. Mais si cette exigence budgétaire est appliquée, les pouvoirs publics ne pourront plus investir. Et je porte l'accusation que c'est ça le but de ce texte. Parce que c'est ça que ceux qui inspirent ces textes cherchent depuis des années. Ça se trouve dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce, ça se trouvait dans ce qui est devenu la directive Bolkestein, ça se trouve dans ce texte. Faire en sorte que l'État ne soit plus un acteur dans les fameux domaines qui permettent l'accomplissement des droits collectifs. C'est faire en sorte que ces services-là, ce soit le secteur privé qui les fournisse, et vous savez comme moi que quand c'est le secteur privé qui les fournit, seuls ceux qui peuvent payer y ont accès. C'est la conséquence. Alors, on nous baratine avec un discours qui a l'air plein de bon sens, en disant, mais nous sommes tous confrontés à ce problème dans notre vie, dans notre ménage, et un ménage ne peut pas dépenser plus que ce qu'il gagne. Mais un ménage n'a pas la charge d'investir pour la génération suivante au-delà de l'éducation des enfants. Un ménage n'est pas confronté à ce que nous attendons des pouvoirs publics pour avoir accès à la santé, à l'éducation, à l'eau, à l'énergie, au transport, à la culture. Cette comparaison ne tient pas, même si elle a l'air pleine de bon sens. Pourquoi a-t-on inventé les budgets extraordinaires? Mais c'est parce qu'il fallait justement identifier des dépenses lourdes et longues pour servir la collectivité. Ils ne veulent plus que l'État serve la collectivité. Rappelez-vous cette fameuse phrase de David Rockefeller, le fondateur du groupe de Bilderberg et de la commission trilatérale. La démocratie est arrivée à sa fin, le pouvoir privé est le mieux placé pour la remplacer. Et pourtant, le Conseil constitutionnel a trouvé qu'il n'y avait rien dans ce traité qui mette en cause la Constitution. Vous le voyez là, dans les conditions définies, le traité sur la stabilité, etc., ne comporte pas de clause contraire à la Constitution, mais j'ai pris soin de reproduire les membres du Conseil constitutionnel qui étaient présents le 9 août quand ils ont rendu cet avis. Vous verrez que ce sont des défenseurs du peuple, des gens qui ont au plus haut point le souci de l'intérêt général. Voilà. Et pourtant, moi j'oppose ça à ce qui se trouve dans la Constitution. À ce qui se trouve dans la Constitution. Article 24, le Parlement vote la loi. On ne dit pas exception faite de ce qui est prévu par le TSCG. Article 34, les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État. Article 47, le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Et donc, puisque le Conseil constitutionnel a fait ce cadeau au président de la République de lui dire « vous ne devez pas modifier la Constitution », ce qui posait quand même quelques problèmes politiques, puisque vous savez que la majorité mise en place après les élections, je vais le dire comme ça, puisqu'on ne sait plus très bien quelle est la majorité aujourd'hui, mais la majorité mise en place après les élections n'a pas de toute façon la majorité des 2/3 requise au Congrès, donc à la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale, pour modifier la Constitution. Et que, honte suprême, cette majorité aurait eu besoin des voix de la droite
pour faire passer un projet cher à la droite d'ailleurs. Donc, grâce au Conseil constitutionnel, pas de modification de la Constitution, on passe par une loi organique. Cette loi organique a été préparée à la demande de M. Moscovici, enfin à la demande du Président de la République, du Premier ministre et de M. Moscovici par les services de Bercy. Ça a déjà une odeur, hein.